Alors, on s'intéresse ici au deuxième cas vu dans le programme, qui est le cas d'une spire rectangulaire en rotation. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est étudier. On place donc cette spire dans un champ magnétique. Elle est parcourue par un courant, donc parcourue par I. On suppose qu'elle est dans un champ B qui est uniforme. Et on souhaite calculer d'une part la résultante des forces de Laplace, donc des forces électromagnétiques qui s'exercent sur la spire, et d'autre part le moment des forces, donc moment mécanique qui s'exerce sur la spire. Alors avant cela, on va rappeler ce qu'on appelle le moment magnétique d'une spire. Donc le moment magnétique d'une spire, moment dipolaire magnétique, j'envisage une spire, quelle que soit sa forme, par exemple circulaire, qui est parcourue par un courant I. Elle possède un vecteur surface qui est orthogonal à la spire, vecteur S. On définit le moment magnétique de la spire, donc je vais noter grand M comme ça, un petit peu rond, et simplement par M égale IS, qui caractérise complètement ce moment magnétique, donc avec le courant qui passe dans la spire et le vecteur surface de la spire. Donc ça, formule à connaître. Donc ce qu'on va montrer, donc ça c'est quelle que soit la forme de la spire, du moment qu'effectivement on sait exprimer son vecteur surface. Elle pourrait être rectangulaire. Donc on va montrer dans la suite, et c'est donc un résultat à connaître et à savoir démontrer, que quand on place une spire dans un champ B, que la spire est parcourue par un courant, elle subit des actions de Laplace, comme on a vu donc par exemple pour la barre sur les rails de Laplace, des actions de Laplace, de telle sorte qu'en fait la résultante totale vaut 0 et que le moment donc mécanique résultant s'écrit par rapport donc au centre de la spire, s'écrit en fonction du vecteur moment dipolaire magnétique qu'on a défini précédemment comme étant simplement M vectoriel, le champ magnétique. Donc ces expressions-là, il faut les savoir et il faut savoir les démontrer sur le cas d'une spire rectangulaire, ce que nous allons faire maintenant. Donc, on va se placer, donc démonstration. Alors, je vais essayer de vous faire plusieurs vues. Donc, on va faire une vue où on a donc notre axe Z ici. La spire, donc on va essayer de faire quelque chose de plus ou moins en 3 dimensions. La spire, donc avec des axes verticaux parallèles à l'axe Z. Et puis, donc, les autres côtés qui vont être ici orthogonaux à l'axe Z. Donc on supposera que la haute ici c'est petit a et que l'autre côté a une longueur petit b. Donc on va appeler M1, M2, M3, M4 ici les 4 points qui font les côtés de la spire. Le point central de la spire ce sera le point O qui appartient à l'axe. Et on va définir le vecteur B, champ magnétique qu'on va supposer constant, je vais le montrer sur un autre dessin, donc qui va être selon UX. Donc si je fais une vue de dessus, je mets mon œil en haut là, je vais donc avoir le schéma que je vais faire à droite, où j'ai mon axe X ici, j'ai mon axe Y donc dans cette direction-là, et l'axe Z vers nous, avec le point O du coup en projection qui est là. Et du coup, j'ai ma spire qui va être positionnée, par exemple, à un moment donné comme ceci. Alors évidemment, du coup, comme je regarde par-dessus, ici, j'ai à la fois M2 et M3. Et à gauche, j'ai à la fois M4 et M1. Et je vais prendre le champ magnétique, donc, suivant la direction UX. Donc, ce champ magnétique, il sera supposé uniforme et indépendant du temps, ce qui n'intervient pas vraiment en fait dans le calcul uniforme, oui.
Donc B égale uniforme égale B UX, avec un vecteur B, donc qui ne dépend pas de la position. Donc la spire doit être parcourue par un courant pour qu'il y ait un champ, pour qu'il y ait une force de Laplace. Donc je vais supposer que le courant, par exemple, est orienté comme ceci, donc dans la spire. Donc en vue de dessus, si je vois la barre du haut, par exemple, hein, ça fera donc un courant qui sera comme ceci sur la barre du dessus. Donc on va commencer par calculer. Donc on voit qu'il y a 4 parties hein, sur le cadre. Les parties en fait vont aller plus ou moins 2 par 2. Celle du haut et celle du bas, celle de gauche et celle de droite vont être traitées plus ou moins de la même façon. Donc on va commencer par calculer par exemple la force exercée sur la partie droite, donc sur la partie M2, M3. Le calcul est le même que pour la force exercée sur la barre qu'on avait étudiée pour les rails de Laplace. Ça va donc s'écrire l'intégrale de M2 à M3 de I dl vectoriel B. Donc ici le dl est suivant uz, donc ça va nous faire l'intégrale de I dz uz, vectoriel le champ B est placé suivant ux, donc BUX, et donc le z il va aller de moins A sur 2 à A sur 2, tel que je l'ai dessiné en prenant mon origine au milieu. Donc du coup j'ai une force qui va s'écrire, le I sort, le B aussi puisqu'ils sont constants sur le système, et il me reste l'intégrale de moins A sur 2 à A sur 2 de dz, et puis j'ai de uz vectoriel ux qui fait du uy. Donc ça va me faire du IBA uy. Donc une force qui, sur le schéma ici, donc sur la partie M2, M3, me donne une force suivant uy, donc comme ceci. F2, 3. Donc, si maintenant on s'intéresse à la force M4, M1, on voit qu'on va avoir des choses exactement similaires, simplement le I cette fois-ci, donc sur M4, M1, on a simplement le I, donc le DL qui est dans l'autre sens. Hein, là le DL, il était dans la direction de I, donc vers le haut. Ici le DL est dans la direction de I, donc vers le bas cette fois-ci. Donc la seule chose qui va changer, c'est que dans le DL, on aura un moins. Donc on va évidemment trouver à la fin, je ne refais pas le calcul, que F M4, M1 va être égal en fait à l'opposé, donc à moins IBA uy, donc c'est-à-dire moins F M2 M3. Donc évidemment, si je regarde ces deux forces-là, ben, quand je fais la somme de ces deux forces, ça va faire 0. Hein, donc l'autre force est comme ceci, ici, F M4 M1. Si je fais la résultante des deux, ça va me faire 0. De la même façon, sur les parties du haut et du bas, je vais trouver évidemment que la résultante est nulle. Donc, je vais le faire ici. Hein, donc là, je m'intéresse maintenant à la partie donc sur, par exemple, je vais faire M1, M2, puis après on fera pareil pour, on dirait que pour l'autre c'est l'opposé. Donc pour M1, M2, alors là je vais définir un vecteur pour pouvoir travailler ici. Je vais définir un vecteur petit u qui est comme ceci. Éventuellement un vecteur petit v, donc qui est orthogonal à u, ici, orthogonal à la spire. Donc, je vais avoir, quand je vais faire le calcul, j'ai la force donc sur M1, M2, qui est égale à l'intégrale de M1 à M2, de I dl. Alors mon dl, sur cette partie-là, il est justement suivant petit u, hein, sur la partie du bas, M1, M2. Donc, I dl petit u, vectoriel B qui est toujours suivant ux. Donc, quand j'écris ça, ça me fait IB toujours qui sort, U vectoriel ux. Alors, en fait, je me rends compte que ça fait intervenir donc un angle ici que je vais appeler phi. U vectoriel ux, quand je fais le produit vectoriel de deux vecteurs, ça me fait la norme de l'un à l'autre, donc ça fait 1 puisque c'est des vecteurs unitaires. Sinus de l'angle entre les deux, donc sinus phi. Et c'est dirigé avec, donc selon U vectoriel ux, c'est-à-dire selon moins uz ici. Hein, donc vous faites le trièdre direct à partir de U et UX, ça vous fait quelque chose qui est suivant moins uz. Donc en fait, ça va nous faire du moins sinus phi uz. Et donc,
on avait dit l'intégrale de M1 à M2 de dl. Donc du coup, je vais trouver quelque chose qui vaut moins sinus phi I B. Pour aller de M1 à M2, donc le dl, ça va faire un petit b en fait. Hein, on fait toute la longueur ici du cadre, donc on avait appelé petit b. Donc petit b, et c'est suivant uz. Hein. Donc c'est une force ici qui va être dirigée vers le bas ici, que df, j'aurais dû le mettre en bleu. Donc c'est une force qui est dirigée comme ceci, donc avec F, M1, M2. Donc exactement de la même façon, toujours pareil parce que le IDL, donc le DL est dans le... On va avoir donc ici une force qui va être en F, M3, M4, donc qui est l'opposé de F, M1, M2. Donc de nouveau, hein, donc je réécris simplement, c'est égal à moins F, M3, M4. Donc du coup, de nouveau, on va avoir deux forces qui sont opposées. Et donc quand on calcule la force totale, on va bien trouver 0. Donc première chose qu'on devait démontrer. Alors, du coup, ces quatre forces, on va essayer, on va considérer que, comme sur la partie, par exemple, donc, je vais m'intéresser au moment de ces différentes forces maintenant, donc par rapport au point haut. Donc, on va supposer que comme les petits df pour une même partie, donc par exemple sur M2, M3, on va commencer comme tout à l'heure par M2, M3, comme sur M2, M3, les petits df sont tous les mêmes, quand je calcule la résultante, je vais supposer qu'elle s'applique au milieu de M2, M3. Donc ça marche que si les forces sont les mêmes, ce qui est le cas ici. Donc je vais supposer que la force s'applique au milieu de M2, M3, et ce point, donc je vais l'appeler ici... par exemple H. Donc, quand je vais exprimer le moment de cette force en eau, hein, donc je m'intéresse pour l'instant à la résultante F, M2, M3. Donc, je vais calculer le moment en eau. Donc, j'écris que le moment, je vais le noter gamma, donc par rapport à eau, de cette force-là, donc je vais l'appeler 2, 3, par rapport à O, c'est égal à O, puisque c'est là où on calcule le moment, H, parce que c'est là où il y a la force, vectoriel, la force, c'est-à-dire F, M2, M3. Et donc, je vais pouvoir écrire OH, donc en fait, H, bien sûr, sur la figure vue de dessus, il est au même endroit que M2, M3, il est là. Donc le O et H étant sur la même horizontale, le vecteur OH, c'est simplement OH petit u. Donc le moment s'écrit OH. Alors la longueur OH, si on la reprend, hein, c'est la moitié de la taille du cadre ici. Donc petit u, hein, si on le dessine sur ce dessin-là, petit u, il est comme ça. Donc le vecteur OH, c'est bien B sur 2, petit u, puisque B, c'est la largeur totale du cadre. Donc, si on reprend ici, ça va faire B sur 2, petit u, vectoriel, la force M2, M3 qu'on a calculée tout à l'heure, c'est-à-dire IBA, UY. Donc, IBA, UY. Donc, je vais trouver B sur 2, petit i, BA, U vectoriel, UY. Alors, je regarde mon dessin. U vectoriel UY, U vectoriel UY, ça me fait donc la norme de U c'est 1, la norme de Y c'est 1, sinus de l'angle entre les deux, donc l'angle entre les deux c'est cet angle-là, qui vaut donc pi sur 2 moins phi, et U vectoriel UY, avec la règle du tire-bouchon, c'est suivant plus UZ. Donc du coup, je vais écrire que ça vaut sinus de pi sur 2 moins phi, suivant UY. Et donc, ça va me faire B sur 2, IBA, donc UY. Et sinus de pi sur 2 moins phi, je fais mon petit cercle trigonométrique. Sinus de pi sur 2 moins phi, si phi est là. Pi sur 2 moins phi, donc c'est cet angle-là. Son sinus est positif, donc ce sera cosinus de phi. Voilà comment ça va s'écrire. Alors maintenant, pour les autres forces,
pour la composante F, donc celle qui est de l'autre côté pour la partie verticale, c'est-à-dire F, M4, M1. Pour la partie F, M4, M1, on dit la même chose, on dit que cette force, elle est... tous les petits df, ils sont les mêmes sur toute la partie de M4 à M1. Donc on va admettre que cette force résultante, M4, M1, peut s'appliquer au point K qui est ici. Et donc on va avoir le même genre de choses que tout à l'heure. On va remplacer OH par OK et la force M2, M3 par la force M4, M1. Donc on va avoir le gamma 4,1 par rapport à O qui vaut OK vectoriel F M4, M1. Alors comme OK c'est moins OH et que F M4, M1 c'est moins F M2, M3, vous voyez tout de suite que les moins vont s'en aller et qu'on va retrouver le même gamma, c'est-à-dire gamma de 3 par rapport à O. Alors d'autre part, pour les forces M1, M2 et M4, M1, et pas M1, M2 pardon, et M3, M4, les parties horizontales, pour les parties horizontales, les forces donc, vont pouvoir s'appliquer au point P ici et au point Q ici. Or, ces forces, je les ai dessinées en bleu, là, elles sont suivant l'axe UZ. Donc, quand on va faire OP, pour la force M1, M2 par exemple, on va faire OP vectoriel F M1, M2. Je vais l'écrire. Donc, on va avoir pour la force M1, M2, gamma 1, 2 par rapport à O égale OP, j'ai dit, OP, F M1, M2. Or, OP, il est suivant moins UZ, FM1, M2 est suivant moins UZ aussi, UZ vectoriel UZ, ça fait 0. Donc cette force, son moment est nul. Exactement de la même façon, on va avoir que gamma, donc pour l'autre partie, 3, 4, vaut aussi 0. Donc les parties horizontales n'interviennent pas dans le moment résultant. Et finalement, le moment total résultant, donc, qui s'exerce sur la spire va être égal à 2 fois, parce qu'on a dit que gamma de 3 c'était égal à gamma 4,1. Donc à 2 fois gamma de 3 par rapport à O, c'est-à-dire à BI, BA, petit b, donc il y avait du b sur 2, 1 fois 2 ça fait b, cosinus phi, UY. Donc voilà pour le calcul. Pardon, j'avais mis un UY, c'était une erreur. Attention, ici, j'ai mis U vectoriel UY, j'avais dit que c'était suivant UZ et j'ai marqué UY. Donc là, c'est une tension ici, UZ, UZ. Là, c'est du Z, là, c'est du Z. Donc c'est une force qui est suivant UZ. Un moment, pardon, qui est suivant UZ. Donc, la résultante, puisqu'elle va être, le moment résultant va être suivant UZ, en fait, l'idée, c'est que ça va entraîner éventuellement en rotation la spire autour de l'axe OZ. Donc, si vous voyez effectivement les forces en bleu FM23 et FM41 sur le schéma de droite, ce sont des forces qui, globalement, vont faire tourner effectivement la spire autour de son axe OZ. Donc, le moment résultant est bien évidemment suivant OZ. Donc, alors on voudrait simplifier pour faire apparaître le moment dipolaire magnétique, le grand thème que j'ai écrit tout à l'heure. Donc, si on reprend le dessin qui est ici, ce dessin-là, donc je le reprends, je le remets en dessous, ici. Voilà. Alors, si je définis donc le vecteur surface de la spire, il est orthogonal à la spire, qui est donc ici représentée selon cette direction-là. Ça, c'était la spire, elle est dans un plan orthogonal au schéma. Donc, le vecteur surface, alors vu l'orientation de la spire qu'on avait pris ici, le vecteur surface va se retrouver dans cette direction là. Donc il est orthogonal à la spire
et avec l'orientation, avec la règle du tire-bouchon, il se retrouve dans ce sens-là. Ce qui fait que du coup, quand j'écris mon vecteur moment dipolaire magnétique qui s'écrit I vecteur S, quand je fais le fameux M vecteur LB pour voir si on retrouve bien le résultat qui était donné, ça va me faire du I S vectoriel B, ce qui nous fait donc du ISB fois le cosinus de l'angle qui est entre S et B, produit vectoriel, donc c'est sinus. Donc ça fait intervenir le S, le B, le sinus de l'angle entre les deux, donc c'est le sinus de cet angle-là, ben c'est le sinus de pi sur 2 moins phi. Donc suivant, donc S vectoriel B, ça va être suivant plus UZ. Et donc, on retrouve ici, ça va nous faire I, la surface S, ben c'est simplement petit a fois petit b, hein, sa surface d'un rectangle, fois grand B. Sinus de pi sur 2 moins phi, ben ça va nous faire cosinus phi, et c'est suivant UZ. Donc on retrouve bien que c'est égal au moment résultant gamma. Alors si on veut calculer maintenant pour finir la puissance de cette action, on utilise le résultat de la mécanique du solide qui est que quand on a un moment gamma de force suivant UZ, la puissance ça va être simplement gamma scalaire le vecteur rotation oméga qui ici est suivant UZ puisque vous avez rotation autour de l'axe UZ, donc oméga c'est oméga UZ. Gamma ici, ben on vient de le dire, c'est gamma UZ. Donc vous retrouvez que P, ça vaut gamma fois oméga. Tout simplement.